aujourd'hui, au bout de 4 ans, sans aucune irrigation, il y a des arbres qui sont déjà beaucoup plus grands que moi, donc sans eau, dans le sud du Maroc. Qui connaît dans la salle cet animal? Mais l'écrevisse à pattes blanches, hein, pas celle du salagou, je parle. Hein. L'écrevisse à pattes blanches. Levez la main pour voir. Voilà, bon, ça va. Il y en a quand même quelques-uns, donc ça fait plaisir. Voilà, cet animal, avant, il était présent quasiment sur tout le territoire, à part vraiment en bord de mer et dans les zones de montagne, où c'était d'autres crustacés qui étaient présents. Aujourd'hui, elle est présente seulement sur quelques têtes de bassins versants, peu anthropisées, où il n'y a presque pas eu d'activité. Et en fait, pourquoi je parle d'elle? Parce que c'est un des 2 principaux bioindicateurs. L'écrevisse à pattes blanches, elle est ultra sensible à la température. Il faut que l'eau fasse moins de 21 degrés, qu'elle soit oxygénée, qu'il y ait peu de matière organique, qu'il n'y ait pas de polluants. Et donc sa présence, c'est vraiment une sentinelle de l'environnement. Et donc souvent, plutôt que de parler de l'ours ou je ne sais quel autre animal où c'est important qu'il soit toujours présent, l'écrevisse, c'est beaucoup plus important qu'elle disparaisse, on ferait mieux de s'intéresser à son absence. Et donc voilà, c'est une véritable sentinelle, et pour dire que voilà, sa disparition est très liée, alors pas que, mais beaucoup à l'évolution des pratiques sur les territoires, et en particulier aux pratiques agricoles, qui spatialement, beaucoup de mauvaises pratiques, ont fait que, on a mis les sols à nu, on a employé beaucoup de pesticides, on ne retient plus l'eau, les ruisseaux ne se rechargent plus, et donc au final, par ces multiples facteurs, elle a disparu. Alors après, il y a l'assainissement collectif, tous les assainissements individuels, collectifs, tout. Et également des maladies, la peste de l'écrevisse portée par les autres espèces d'écrevisses, mais le facteur prépondérant d'un point de vue spatial sur les territoires, c'est notre mauvaise gestion des milieux. Cet animal, il devrait être toujours présent partout si on le gérait bien. Donc, un absolu, ça serait de la revoir revenir partout. 800 mm, combien ça représente en mètres cubes d'eau, cette pluie qui tombe de 800 mm sur 1 hectare. Donc 1 hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Qui est bon en maths et peut me dire rapidement quel volume ça représente sur 1 hectare? 80 mètres cubes? Plus. 8000 mètres cubes. Donc c'est-à-dire vous prenez notre pluviométrie sur une parcelle de 100 mètres par 100 mètres, c'est 8000 mètres cubes. 8000 mètres cubes, c'est quand même conséquent. C'est plus de 3 fois la piscine olympique de Montpellier. C'est 25 fois le volume de cette pièce. Voilà, tout ça pour vous pointer que l'eau, elle est malgré tout partout, elle est abondante. Alors, vous verrez, je vais faire plusieurs références. Je termine régulièrement dans le sud du Maroc pour des projets, justement, de tout ce que je vais vous expliquer. Et même si on est sur des pluviométries de 250 mm, ce qui paraît peu par rapport ici, ça représente malgré tout 2500 mètres cubes sur 1 hectare. Donc ça représente encore 10 fois quasiment le volume de cette pièce. Vous voyez, dans le sud du Maroc. Sauf que après, voilà, toute la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette eau? Soit on la gère mal, comme la photo de gauche, comme sur un parking de supermarché, et tout s'en va. Il n'y a rien qui bénéficie au milieu. Soit on a ce type de milieu, un peu comme une éponge, et on va tout faire pour retenir l'eau. Et donc, la première chose qu'il vous faut retenir, si vous retenez quelque chose de ce soir, c'est vous dire que lorsqu'une goutte d'eau tombe quelque part, sur une surface donnée, sur un bassin versant, elle doit mettre le plus de temps possible pour en ressortir. Alors que la gravité fait exactement l'inverse. La gravité, la physique, va faire que la goutte d'eau va vouloir aller le plus vite possible à la mer. Sauf que tous les processus écologiques et de vie vont vouloir tout faire pour qu'elle fasse que ce soit l'inverse. Et naturellement, voilà, c'est ce que devrait se passer, c'est qu'une eau met du temps pour aller jusqu'à la mer. Merci. Alors là, je vais vous exposer justement un milieu qui fonctionne correctement, et ensuite on verra un milieu qui ne fonctionne pas correctement. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, avec ça, l'idée c'est que ce soit didactique pour que vous donniez des billes de compréhension des choses. Donc, un milieu qu'on peut considérer comme une éponge. Donc pareil, tout est simplifié, hein. Je ne suis pas rentré dans le détail des processus hydrologiques, hydrogéologiques, etc. C'est vraiment le but, c'est que vous compreniez. Donc quand il pleut sur ce type de milieu, hop, Jean-Claude, merci. Théoriquement, une éponge, il n'y a pas beaucoup de ruissellement. Voilà, c'est un milieu qui est censé limiter le ruissellement. Donc ce milieu éponge, c'est quoi? C'est des sols épais et de la végétation avec différentes strates. Mais des sols épais et vivants. Ensuite,
Donc, le fait qu'il y ait peu de ruissellement, bien évidemment, c'est une atténuation des crues. Sur les zones qui ont été peu touchées, qui sont très naturalisées avec des sols épais, où on a un historique ancien de sols épais, de sols recouverts de végétation, on n'a pas de crues. Les crues, l'eau marron qu'on voit dans les rivières, souvent, c'est très lié à des phénomènes d'érosion. C'est rare que l'eau, elle est normalement verte, vert foncé, mais elle devient rarement marron. Dès lors que l'eau est marron, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Voilà. En tout cas, sous nos latitudes. Merci. Voilà, du coup, peu de ruissellement, mais ça va favoriser donc, de l'eau qui va être stockée dans les sols de la végétation, et une bonne partie va descendre, donc va s'infiltrer dans le sol et dans le sous-sol et pour recharger les nappes. Donc ça va sortir pour les sources à l'aval et ça va permettre donc un soutien de l'étage du cours d'eau. C'est-à-dire que plus on va rendre les sols spongieux à la surface, moins ils seront imperméabilisés, que ce soit sur les zones urbaines ou des zones agricoles, plus on va favoriser l'infiltration de l'eau et le soutien à l'aval. On va stocker cette eau dans les aquifères et plus on aura un soutien de l'étiage. C'est-à-dire que ça permettra que l'été, les ruisseaux coulent. En gros, le lien il est direct entre le côté éponge à la surface et soutien de l'étiage des cours d'eau. Le fait qu'il y ait du sol et de la végétation, ça va permettre de l'évaporation du sol ainsi que la transpiration de la végétation. C'est comme pour nous. En fait, nous, quand il fait très chaud, si on est en plein soleil, on ne surchauffe pas parce qu'on transpire. C'est-à-dire que l'eau, elle va passer de l'état liquide dans notre corps à l'état vapeur. C'est ce changement physique de ce passage de ces deux états. Ça va absorber des calories, ce qui va nous permettre de rester à température. Et c'est exactement le même processus. Donc l'eau du sol et de la végétation va permettre de rafraîchir le milieu. C'est le meilleur des climatiseurs, c'est ça, c'est la végétation et le sol. Et du coup ça, donc on va favoriser des climats beaucoup moins chauds et plus frais. On va envoyer de l'humidité dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le premier type de processus. Merci. Le deuxième situation. Donc là, cette photo, ça a été pris dans le sud du Maroc, dans le massif du Sirois. Donc quand il pleut, donc s'il n'y a pas de sol ou très peu de sol, donc bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de ruissellement, ça va générer de grosses crues. Donc augmentation significative des crues et de l'érosion bien sûr, hein, parce que tout ça va sur ces zones-là. Si vous voyez là, enfin je ne sais pas le chiffrage, il y a la bibliographie là-dessus, mais c'est en dizaines ou centaines de tonnes par an et par hectare qui filent à la mer. C'est des quantités mais complètement dingues, puisqu'il n'y a plus rien qui retient ces sols. Donc tout ça part, les sols, toute la fertilité, tout s'en va. Merci. Alors, donc du coup, comme ça ruisselle beaucoup, souvent il y a peu d'infiltration en fonction du type de roche. On verra qu'il y a des situations où on a quand même de l'infiltration, mais sur beaucoup de roches, il y a des roches là qui sont très peu perméables au final. Si elles ne sont pas recouvertes par une couche de sol qui va freiner et permettre l'eau à s'infiltrer lentement, l'eau elle fait que glisser. Et donc il y a très peu d'infiltration d'eau qui descend dans les roches et dans les aquifères pour recharger les nappes. Et du coup, les sources à l'aval, souvent, elles disparaissent les unes après les autres. Donc la plupart ont disparu. Et là, rien que moi, l'espace de quelques années, ça fait 7 ans que je vais sur ce territoire régulièrement. En l'espace de 7 ans, on voit déjà un déclin marqué des sources, de celles qui restent, qui sont abondantes. En tout cas, on peut suivre. Et donc, du coup, l'incidence, c'est un soutien réduit de l'étiage du cours d'eau. Du coup, il n'y a plus de soutien. L'évaporation du sol, elle est quasiment nulle, puisqu'il n'y a aucune eau qui est retenue en surface, ou très peu dans les rares lambeaux de sol qui vont rester sur certaines zones. Et donc pas de transpiration, puisqu'il n'y a plus de végétation. Donc voilà. Et là, on crée des microclimats complètement défavorables, plus chauds et plus secs. Du coup, typiquement, pensez quand vous êtes sur un gros parking de supermarché, sans aucun arbre, sans rien. Voilà, mais c'est exactement ça. Forcément,
ben, quand il fait chaud, il fait chaud. Alors que si vous allez au même endroit, mais dans une forêt, vous ne le vivrez pas de la même manière. Vous n'allez pas griller pareil. Donc voilà, c'est exactement ça. En fait, donc, retenir l'eau, c'est la retenir pour le sol, le sous-sol, la végétation et les cours d'eau. C'est vraiment la retenir pour tout et pas la laisser filer. Et entre autres pour ces microclimats. C'est une des choses. Et donc ces microclimats ont une influence de créer des choses sèches comme ça localement. Mais aussi imaginez, il n'y a qu'une zone. Si mettons vous prenez une petite surface comme la pièce où c'est végétalisé, c'est humide, mais si tout autour, tout est comme ça, donc c'est pareil, la zone au milieu, elle est comme dans un four au final. Et là, à l'échelle régionale et à l'échelle de vraiment de très grandes surfaces, on crée des climats qui surchauffent, voilà, puisque cette eau, voilà, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'humidité, il n'y a plus rien. En fait, on ne fait que la laisser passer. Merci. Donc voilà, alors ici, heureusement, on n'en est pas encore là. Sur ce type de milieu, on peut voir avec le salagou, avec la ruffe du salagou, il y a beaucoup de zones où il y a les ravines. Les ravines ont souvent un historique qui remonte à loin, où cet historique, en fait, ça a été érodé, il y a eu du surpâturage, des coupes de bois, des choses comme ça, le sol a été mis à nu, et une fois que ces ravines d'érosion dite régressive s'engagent, c'est très difficile de les arrêter. Donc on rencontre ça dans pas mal de zones du monde, et du coup le salagou a des stigmates du passé, de pas mal de surpâturage et autres. Alors, le sol, comme vous l'avez vu, le sol et la végétation ont un rôle super important, comme je l'ai évoqué depuis le début. Alors cette photo, elle était prise toujours pareil dans le sud du Maroc. C'est juste pour vous montrer en fait, le parallèle. Alors à force d'être dans plein de zones différentes, je suis particulièrement touché sur ce qui se passe au niveau de cette perte des sols, cette érosion. En fait, c'est vraiment le parallèle avec les glaciers. Voilà, on voit les glaciers fondent partout, les derniers glaciers pyrénéens sont en train de disparaître, bon, ceux des Alpes ils fondent très vite. Et en fait, on observe les mêmes formes, les mêmes motifs spatiaux par endroits sur les sols. Et là, typiquement, voilà une zone où il reste une langue, on pourrait comparer ça à une langue glaciaire, mais c'est une langue de sol. Donc si là, rien n'est fait, ces sols, là, il y a de grosses ravines, de grosses ravines. Et donc c'est en train de partir, mais c'est des tonnes et des tonnes qui partent chaque année. Donc là, par exemple, sur cette zone, si rien n'était fait, d'ici 20 ans, il y a quasiment plus rien. Si tu peux juste mettre l'image suivante. Voilà, j'ai fait le parallèle avec un glacier, le glacier du Taillon dans les Pyrénées, où on a les mêmes... voilà, et du coup, le Taillon, ben, dans quelques années, il ne sera plus là, et ces sols ne seront plus là dans quelques années. Donc là, il faut voir que c'est bon, je vais vous le présenter plus loin, cette zone. C'est une zone qui est surpâturée. Là, dès qu'il y a 3 brins d'herbe, il y a des centaines de moutons qui passent pour les manger. Voilà. Donc il n'y a aucune possibilité, jusqu'à il y avait quelques mois, il n'y avait aucune possibilité de régénérer ce milieu. Merci. Alors, comment on peut modifier les cycles, comment on peut régénérer les milieux? Alors, il y a 2 approches, du coup, qui vont être complémentaires. Donc, il y en a une, c'est par une gestion agroécologique globale des milieux, et la deuxième, c'est par la réalisation d'aménagements dédiés, spécifiques. Alors l'idée, ça va être de modifier à la fois le cycle de l'eau et le cycle du carbone. Et c'est d'associer les deux pour catalyser tous les processus de régénération et de renclencher et d'améliorer les milieux. Merci. Alors, là, un exemple de bassin versant, de zone voilà, qui correspond un peu sur le côté agroécologique. Alors, l'agroécologie, l'idée, ça va être de couvrir, de refaire ce milieu qui va être en éponge. Donc, je ne vais pas évoquer les aspects agronomiques. Hein. Là, je parle vraiment que les aspects gestion de l'eau. Donc, l'idée pour faire ce milieu spongieux, ce milieu qui va retenir l'eau, qui va être, qui va être milieu humide, vivant, il faut sur un certain nombre de piliers, dont certains vont être plus importants que d'autres. Donc au lieu que le soleil soit générateur de mort, comme on l'a vu avant, si les sols sont nus, le but du soleil, c'est de générer générer la vie. Hein. C'est le soleil qui nous fait fonctionner à toutes et tous. Et il faut imaginer, à la surface du sol, l'objectif, c'est de dire que chaque brin d'herbe, chaque plante, chaque feuille, ça doit être comme un capteur solaire. En fait, il ne doit pas y avoir de centimètres carrés de perdu à la surface de la Terre. Il faut imaginer voilà, que tout le vivant doit être, enfin tout le vivant, tous les végétaux doivent être comme des capteurs solaires pour capter cette énergie
Et en captant donc via la photosynthèse, ça va capter entre autres le carbone qui va être injecté dans le sol sous forme de sucre, d'exudats notamment, qui vont nourrir tous les micro-organismes. Et c'est ça qui va générer de manière vertueuse toute cette vie du sol, qui va faire qu'il y a des agrégats, des cols, des choses qui vont faire que le sol va gonfler, va être grumeleux. Je caricature, hein, mais c'est ça, en gros, les grands mécanismes, et vont faire que ces sols vont pouvoir retenir de plus en plus d'eau. Donc ça, c'est un point ultra important. Donc le travail limité du sol et pas de sol nu, c'est deux points super importants, justement pour cette conversion de l'énergie solaire. Voilà, il est tout le temps en tête. Hein. Cette énergie solaire, voilà, il faut qu'elle soit captée. C'est des panneaux solaires. Un brin d'herbe, c'est un panneau solaire. C'est naturel. Et il n'y a rien de plus efficient que ça par rapport à nos panneaux solaires. C'est 1000 fois plus optimum. Donc ça, c'est un bassin versant que certaines et certains connaissent. Je ne vais pas citer ici où c'est. Mais voilà, en gros, c'est dans le Gard. Et c'est une zone qui, depuis 30 ans, est gérée selon ses préceptes en agroécologie. Donc c'est une zone tampon, pilote. Aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent, à ma connaissance, en France à ce jour. Et voilà, le petit ruisseau qui est là, par exemple. Donc malgré, même après 7 mois, alors donc le bassin versant, là, il fait, sur cette zone, il fait 36 hectares. Et après 7 mois sans pluie, le ruisseau coule toujours, et il y a toujours, du coup, des écrevisses à pattes blanches qui sont là-dedans. On peut boire l'eau, malgré qu'il y ait des vignes en amont, ce qui est quand même assez rare. Et tout ça pour dire, voilà, là, il n'y a jamais de crue. L'eau, quand il pleut beaucoup, elle est complètement tamponnée. Alors, il y a une grosse ripisylve, hein, donc là, il y a beaucoup de forêts aussi. Donc, il n'y a jamais de crue. L'eau, elle est complètement absorbée, donc l'eau ne vient jamais marron. Et quand ça s'arrête de pleuvoir, on a l'eau qui reste tuée vraiment petit à petit. Donc voilà, en complément de ces pratiques agroécologiques sur les milieux très dégradés, l'idée, c'est de mettre en place, pour aider, de mettre en place des aménagements dédiés. Alors, toujours pareil, dans l'idée une goutte d'eau doit mettre le plus de temps possible pour rejoindre la mer. Donc, dans le cas d'avant, avec tout le panel de pratiques agroécologiques, on met des obstacles. La goutte d'eau, quand elle va tomber, elle va mettre super longtemps pour partir. Enfin voilà, à terme, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, son trajet, il va être très long pour aller à la mer. Et sauf dans certaines situations, on part de très loin, c'est très dégradé, où les changements climatiques sont très brutaux, très rapides, dans certaines zones, où les deux sont combinés, c'est-à-dire on est mieux dégradé, plus l'effet de changement climatique est très violent. Et là, il faut accélérer les choses. Et donc, par exemple, un outil qu'on utilise beaucoup, ce sont des baissières. Donc, je ne sais pas si certaines et certaines connaissent, c'est sur les courbes de niveau. On met des fossés. En fait, vous savez, normalement, un fossé, c'est pour évacuer l'eau d'un point A à un point B, on draine. Donc pendant des générations, les agriculteurs ont drainé les milieux. D'ailleurs, aujourd'hui, 80% des zones humides de la planète ont été drainées. Donc partout, on draine, on évacue l'eau. Mais là, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut arrêter de drainer, de vider l'eau, de toujours vouloir qu'elle parte. Il faut la bloquer. Du coup, ces fossés, au lieu de faire qu'ils aient une pente, on les fait de telle sorte qu'ils soient sur les courbes de niveau. On fait de très longs fossés sur les courbes de niveau, et du coup, l'eau, quand elle va tomber sur ces courbes de niveau, elle va être bloquée, elle va être freinée, et elle va mettre du temps pour s'infiltrer. Elle va s'infiltrer tout lentement. Donc, en s'infiltrant lentement, ça va catalyser tous les processus juste à l'aval de ces fossés le long des courbes de niveau. C'est-à-dire que au niveau de la vie des sols, ça va être beaucoup plus rapide pour se régénérer. Et on peut planter des arbres ou des végétaux. Là, par exemple, dans le sud du Maroc, sur les paysages que je vous ai montrés, où je vous montrais d'autres photos tout à l'heure. Alors, j'oublie chaque fois de mettre les photos. On a mis, par exemple, des amandiers, des noyaux d'amandiers. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans, sans aucune irrigation, il y a des arbres qui sont déjà beaucoup plus grands que moi. Donc sans eau dans le sud du Maroc. Donc voilà, on peut repartir. Donc voilà, ces éléments-là vont capter dès qu'il y a une grosse pluie, même si les sols sont dégradés, ils vont la retenir, la bloquer, et voilà, faire que ça va s'infiltrer lentement. Voilà, donc c'est une photo que j'ai prise il y a 2 jours à la maison, puisque j'en ai quelques-unes, je voulais vous montrer avec de l'eau, parce que malheureusement, souvent, il ne pleut pas beaucoup depuis quelques années, donc il faut toujours être au bon endroit au bon moment, c'est pas facile. Donc voilà, avec l'eau tombe là, et donc ça permet à tout ce qui est à l'aval d'en bénéficier et correctement alimenté. Voilà, alors là, donc dans le sud du Maroc, par exemple, donc avec les ONG Migration et Développement et Terre Humanisme, donc
on essaie de régénérer les milieux. Par rapport à ce que je vous disais, ces milieux sont super dégradés. Et donc, avec tout le travail de la diaspora mené par Migration et Développement, dont viendra témoigner Jacques Aoudia demain, on associe un travail régénératif. Comment on va bloquer cette eau sur les milieux par des baissières, notamment, et par des cordons pierreux, où on associe des fois les deux techniques. Alors l'idée, on forme les paysans, on forme un groupe de villageois, et ensuite c'est eux qui s'approprient les méthodes. Alors tout est fait là, par exemple, tout est fait au niveau égyptien. C'est un A, un grand A, et du coup vous prenez au milieu du A une ficelle, et si la ficelle passe pile au milieu de la barre qui est horizontale, c'est que vous êtes à l'horizontale. Voilà, avec un poids. Et donc avec ça, vous le tournez de proche en proche, et vous pouvez faire des kilomètres sur les courbes de niveau comme ça. Et donc les paysans, les villageois, là, ils s'éclatent à faire ça, à jalonner. Donc on fait faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour bloquer cette eau et faire donc ou des baissières ou des cordons pierreux, c'est-à-dire qu'on prend les cailloux, les met sur les courbes de niveau, un peu comme des petites terrasses, mais il n'y a pas l'énergie, enfin pas le temps pour mettre toutes les terrasses, pour bloquer les sédiments, bloquer l'eau et favoriser l'infiltration. Et ce que j'ai oublié de dire là, c'est que le préalable, c'est l'arrêt temporaire, à minima, du pâturage. C'est la condition sine qua non. Donc ça, c'est ce qu'il a fallu, par exemple, négocier, discuter avec les villageois, et ça, c'est pas simple. Et c'est là où tout le travail de concertation est extrêmement difficile, et on a les mêmes problèmes en France, pour arriver à dire, ben, ok, on est partant, ils sont partants à dire, ben voilà, on bloque, allez, 200 hectares, on les pâture plus, on les met sous cloche, et on va faire déjà se régénérer. Déjà, dès qu'on arrête le pâturage, ben, l'herbe repousse, ça repart de partout. Et à ça, on associe ces aménagements pour accélérer les choses, bloquer l'eau, la refaire s'infiltrer, ainsi de suite. Et donc voilà, ça c'est la grosse condition, mais c'est tout. Et en fait, là-dessus, la réussite, c'est surtout, c'est pas le côté technique, parce qu'au final, on sait faire, c'est le côté gouvernance. Et c'est pour ça que je fais des clins d'œil à demain, parce que c'est toute la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'endroits où on cherche comment dire, où on cherche à mettre en place ces techniques. Hein. On est un certain nombre aujourd'hui à développer et porter ces techniques-là, ces outils-là. Mais c'est le bazar, parce qu'en général, voilà, c'est compliqué de mettre ça spatialement en œuvre pour faire quelque chose. Voilà. Et alors que là, voilà, avec tout un gros travail de concertation mené par cette ONG, aujourd'hui ça a été faisable. Et donc ça permet d'être un exemple voilà, là-dessus. Et donc voilà, c'est juste ce côté-là, c'est ça vraiment sur lequel je veux appuyer, c'est le côté concertation, gouvernance sur le territoire qui est très compliqué et qui va être compliqué ici aussi, parce qu'on le voit, où on nous vend autre chose, alors que c'est plutôt peut-être ça qu'il faudrait promouvoir sur les territoires. Voilà, un autre exemple. Alors ça, c'est un exemple. Alors il y a des erreurs techniques là-dessus, on ne les voit pas trop de loin, mais c'est pas nous qui l'avons fait, c'est chouette, ça c'est juste quelque chose qui a été inspiré. Voilà, l'idée c'est qu'après ça sème, c'est-à-dire qu'ils voient ce qui se fait sur certains villages, sur certains bassins versants, et qui s'approprient. Donc là, ils se sont appropriés, ils ont fait par eux-mêmes. Et donc là, c'est enclenché, pareil, arrêt du pâturage et les aménagements. Voilà. Donc, l'essentiel, pour aller vers la fin. Donc, même les années de faible pluviométrie, à l'hectare, donc retenez que les volumes restent conséquents. Vous avez vu tout à l'heure, hein, 800 mm, 8000 m3, c'est 25 fois le volume de la pièce sur un hectare, 100 mètres par 100 mètres. Voilà, après, qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Voilà, soit on urbanise, on imperméabilise, on travaille les sols, mais tout le sol à nu, tout part. Soit on rend tout vertueux pour bloquer cette eau. Merci. Lorsqu'elle tombe sur une surface donnée ou un bassin versant, donc une goutte d'eau de pluie, donc ça je vous l'ai dit 50 fois, elle peut mettre le plus de temps possible pour s'en échapper. Voilà, si vous retenez que ça, c'est super. Et ensuite, optimiser les cycles de l'eau et du carbone par les deux éléments que je vous ai dit, donc gestion agroécologique globale des milieux, on transforme spatialement les milieux en éponge, et puis l'autre facteur par des aménagements dédiés. Et enfin, donc dans les priorités absolues, bien sûr, c'est repenser les usages. On ne peut pas aujourd'hui faire certaines cultures qui ne sont pas du tout appropriées, enfin du moins certaines pratiques de certaines cultures qui ne sont plus du tout appropriées.
Ensuite, c'est adapter les systèmes agricoles et la gestion des milieux pour les transformer en éponges. La vigne, par exemple, soit on peut faire la vigne, c'est un modèle qui n'est pas vertueux ou qui a besoin d'irrigation, qui va fonctionner sur que de l'irrigation, soit faire un modèle qui peut éventuellement avoir besoin d'irrigation pour les plantiers ou pour un cas d'absence d'orage l'été pour sauver la récolte, ce qui peut être envisagé, mais surtout la vigne peut être transformée en milieu éponge, et aujourd'hui on sait faire, enfin voilà, de grands domaines aujourd'hui sont là-dessus, sont sur des sols couverts, des sols vivants, même en contexte méditerranéen, sans irrigation, avec des vins de grande qualité qui vendent bien. Donc voilà, du coup c'est vers ça qu'il va falloir s'inspirer. Moi je suis grand amateur de vin et j'espère voir de plus en plus plutôt des parcelles comme ça. Éviter les solutions qui accentuent le problème global. Comme je disais tout à l'heure, la clim c'est bien, ça refroidit, on n'a pas chaud, mais ça fait partie du problème. Et donc toutes les solutions souvent qu'on nous vend, c'est ce qu'on appelle la maladaptation. Entre autres, c'est que on va faire qu'on va accentuer, on va tamponner momentanément, mais le remède, en fait, c'est s'il est à l'origine du mal. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les solutions, techniquement, on les a, et donc il faut les mettre en œuvre. Donc voilà. Et du coup, toute goutte d'eau, voilà, on sait qu'on peut semer la pluie, on peut vraiment la retenir et optimiser sur les territoires, voilà, ce qu'elle devient. Et donc voilà, pour finir, voilà, merci en tout cas pour votre attention. Et voilà, moi j'espère pouvoir aller voir des écrevisses encore des années et des années sur plein de petits ruisseaux et en revoir sur de plus en plus de petits ruisseaux. Et je voulais remercier du coup l'association Œuvre d'eau pour avoir organisé cette semaine de conférence et celle de ce soir. Et particulièrement Jean-Claude qui est très actif, qui a été très actif sur toute la semaine et qui mérite des applaudissements. Jean-Claude.